Il est 14 heures à Paris, vous regardez Paris Direct. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées à Nice pour le Congrès international des victimes du terrorisme. Il s'agit d'y parler de leur prise en charge, notamment par l'État, mais aussi de l'évolution de la menace terroriste. Nous retrouverons notre envoyé spécial à Nice, Karim Yayaoui, puis vous entendrez des témoignages aussi dans notre focus à 14h15. Tous les regards se tournent à présent vers le Parlement israélien. Le président lui a confié la responsabilité de trouver une figure qui pourrait former une coalition. Benny Gantz et Benyamin Netanyahou n'y sont pas parvenus. Le Premier ministre sortant tente à tout prix de se maintenir à son poste qui lui confère l'immunité. Grève générale aujourd'hui en Colombie dans un climat tendu. Les frontières ont été fermées, l'armée a été mobilisée. C'est la politique du président Duque qui est dénoncée par les syndicats, les étudiants et les indigènes. Nous en parlerons sur ce plateau avec notre invité, le politologue Fernando Vega Lugo. Aujourd'hui, à Nice se tient donc le Congrès international des victimes du terrorisme, alors que la ville et ses habitants portent encore les stigmates de l'attaque au camion bélier. C'était il y a 3 ans et demi. 86 personnes avaient perdu la vie. Nous en parlons avec vous, Karim Yayaoui. Vous êtes sur place. Quel est tout d'abord l'enjeu de ces échanges aujourd'hui ? Alors les enjeux sont nombreux puisque ce congrès est censé donner la parole aux victimes et confronter leur expérience puisque évidemment la ville de Nice a été meurtrie par un attentat particulièrement grave il y a quelques années, mais ici d'autres personnes qui ont vécu des faits plus souvent semblables à travers la planète se retrouvent pour évoquer leur expérience. C'est donc donner la parole aux victimes des actes terroristes qui est le principal objectif de ce congrès, mais évidemment il n'y a pas que ça, il y a aussi des tables rondes, des réflexions pour tenter d'apporter des solutions communes parce que évidemment d'un pays à l'autre, les moyens, les dispositifs mis en place sont différents, les lois sont différentes et on aspire, en tout cas c'est ce qu'on nous explique ici, à un objectif, celui qu'il y ait finalement un statut international des victimes des actes terroristes. Évidemment, ce n'est pas chose aisée tant les situations sont différentes d'un pays à l'autre. En tout cas, ces objectifs, on les affiche clairement et puis c'est aussi une façon de regarder le chemin accompli ces dernières années parce que la France a été meurtrie à de maintes reprises par des attentats terroristes particulièrement violents. C'est la France qui avait accueilli le dernier congrès consacré aux victimes du terrorisme, mais c'était en 2011 et précédemment, c'était plutôt des congrès qui étaient organisés en Espagne ou en Colombie. L'association française des victimes de terrorisme s'est exprimée tout à l'heure via son président qui a souligné que l'Espagne avait été souvent citée en exemple dans la gestion de tout ce qui concernait le suivi des victimes de terrorisme. Mais aujourd'hui, la France, évidemment, a beaucoup progressé dans ce domaine, évidemment pour des raisons que vous savez, puisque ces dernières années, la France a été touchée par de nombreux attentats terroristes. Tout ça, évidemment, c'est l'occasion de voir le travail qui a été accompli, mais aussi de se tourner vers l'avenir pour voir tout ce qu'il reste à faire. Alors évidemment, la ville de Nice est une ville qui a été meurtrie par le terrorisme, mais du côté de la mairie, on explique que ce n'est pas pour ça que c'est ici que se tient ce sommet, ce n'est pas parce que c'est une ville martyre, c'est parce que c'est une ville qui a réussi à apporter un certain nombre de solutions, même si un certain nombre de victimes considèrent qu'il reste encore énormément de choses à faire. Vous avez rencontré Karim et parlé avec de nombreuses victimes de cet attentat de 2016 à Nice. Pour elles, c'est encore très difficile de parler. C'est vrai que pour certaines victimes, c'est difficile de parler. Certains ont pu se plaindre que la parole des victimes ne soit pas suffisamment présente dans ce congrès. Mais en même temps, on a rencontré des gens qui sont encore profondément traumatisés. On a donné de nombreux coups de fil pour tenter de discuter avec eux. On a notamment discuté avec un jeune pompier qui était sur la promenade des Anglais et qui garde des séquelles psychologiques très profondes. Il a dans un premier temps accepté de nous répondre et à quelques minutes de nous rencontrer, il a fait marche arrière
hier en nous expliquant que se pencher sur son passé douloureux était encore trop difficile. Il a expliqué également que malgré les progrès que certains annoncent, il reste énormément à faire en ce qui concerne le suivi psychologique des victimes. Alors il y a aussi des victimes qui considèrent que cet événement est un événement important parce que c'est une piqûre de rappel, que c'est l'occasion de se retrouver pour tenter d'avancer sur des dossiers complexes. Mais il y a aussi un certain nombre de victimes qui considèrent que finalement leur parole est confisquée, que tout ça est évidemment un événement aussi politique, un événement de communication pour la mairie de Nice notamment. En tout cas, cette parole que certains cherchent à pouvoir produire pour exorciser les démons du passé, eh bien, elle a encore beaucoup de mal à s'exprimer pour certains. Je vous remercie beaucoup, Karim. L'action de la Française des Jeux fait ses premiers pas en bourse et elle s'envole. Cette semi-privatisation a donné lieu à une souscription massive par un demi-million de particuliers. L'opération devrait rapporter plus de 2 milliards d'euros à l'État. Surtout ne pas bouder son plaisir. Première cotation en bourse ce matin. Succès immédiat pour l'action introduite à 19,90 €. Elle frôle ce midi les 22,80 €. Un pari réussi pour le ministre de l'économie. Plus de 11 milliards d'euros en actions ont été souscrits. L'État va pouvoir récupérer 2,1 milliards d'euros. La page de la crise financière semble tourner. Ça va permettre à la Française des Jeux de se développer, de devenir un acteur international du jeu majeur, et donc ça va consolider les positions économiques de la France. Parce que je crois que l'enjeu derrière cette opération, c'est de réconcilier les Français avec leurs entreprises. Une réconciliation qui semble fonctionner. Cette privatisation est un succès populaire. 500 000 investisseurs ont déjà acheté des actions de la FDJ, dont de nombreux particuliers. Mais pour cet expert, il faudra surveiller le cours de l'action dans les mois qui viennent. Avec une action à 19,90, la valorisation de l'entreprise, évidemment, au niveau boursier est assez élevée. Et on a un risque, dans les prochains mois, d'avoir, c'est vrai, une petite baisse de la valeur de l'action. Et les épargnants, en fait, sont victimes de leur succès. Le gouvernement a promis d'utiliser ces 2 milliards pour le fonds d'innovation des entreprises. Jamais Israël n'a été dans une situation politique aussi inextricable. Je cite la présidence: pour la première fois de l'histoire du pays, aucun candidat n'a été en mesure de former un gouvernement à l'issue du scrutin législatif de septembre dernier. Le président Rivlin a donc mandaté le Parlement. En cas d'échec, les électeurs retourneraient aux urnes pour la troisième fois, et ce, en moins d'un an. Antoine Mariotti est notre correspondant à Jérusalem. C'est la procédure, c'est la loi israélienne qui le prévoit, c'est-à-dire que vous avez un premier député élu qui est chargé de former un gouvernement, celui qui est le mieux placé. S'il échoue au bout d'un certain temps, de 4 ou 6 semaines s'il a une rallonge, eh bien c'est un autre. Et ça a été le cas, Benyamin Netanyahou s'est vu chargé de former ce gouvernement. Il a échoué, ça a ensuite été Benny Gantz qui avait jusqu'à hier soir minuit, qui a à son tour échoué parce que d'un côté comme de l'autre, eh bien on est incapable d'obtenir une majorité à la Knesset et chacun s'arc-boute sur ses positions pour pouvoir former un gouvernement d'union. Les deux disent le vouloir, mais aucun des deux ne souhaite lâcher sur ses positions et donc c'est pour l'instant impossible d'obtenir ce fameux chiffre magique de 61 sièges qui permettrait d'obtenir donc la confiance de la Knesset, le Parlement israélien, pour pouvoir former un gouvernement. Et donc, comme Benny Gantz a échoué, c'est donc automatiquement à la Knesset désormais que revient la charge de trouver un député qui pourrait former ce gouvernement. Cela peut toujours être Benyamin Netanyahou ou Benny Gantz malgré leur échec récent. Cela peut aussi être un troisième personnage, même si pour l'instant on voit mal qui pourrait le faire. Et en cas d'échec dans les 21 jours, si la Knesset n'y parvient pas, eh bien, il y aura automatiquement des troisièmes élections qui seront prévues a priori pour le début du mois de mars. Les violences contre les manifestants se poursuivent en Irak. 2 personnes ont été tuées à Bagdad quand les forces de sécurité ont fait usage de grenades lacrymogènes. Cette contestation populaire contre le gouvernement ne s'essouffle pas malgré la répression exercée par les autorités. Les Irakiens accusent les élites de s'enrichir et de servir les intérêts de puissances étrangères, en particulier l'Iran. L'Iran où les autorités font elles-mêmes face à une forte contestation qu'elles ont violemment réprimée dans des centaines de villes. L'Union européenne a du coup exhorté le pays à faire preuve, je cite, de la plus grande retenue. Des dizaines de personnes auraient été tuées. Difficile d'avoir un bilan officiel clair. L'Internet est pour ainsi dire totalement coupé depuis le week-end dernier. Les gardiens de la révolution ont loué l'action rapide des forces armées ces derniers jours.
Mobilisation aussi en Amérique latine et grève générale en Colombie aujourd'hui. Syndicats, étudiants, indigènes et opposants marchent dans différentes villes du pays. Le président a déjà indiqué que certaines revendications lui semblaient recevables, mais les observateurs craignent des débordements. Le Bureau des droits de l'homme de l'ONU s'inquiète notamment de l'augmentation du nombre de soldats dans les rues. Léo Péchard. Escortés par des gardes-frontières, ces deux Vénézuéliens sont renvoyés dans leur pays. Comme eux, plus d'une vingtaine de leurs compatriotes ont été expulsés. Accusés de vouloir infiltrer les manifestations prévues ce jeudi en Colombie et troubler l'ordre public. Car bien que la grève est autorisée, le président Iván Duque se veut inflexible. Tout en reconnaissant la valeur pacifique de la manifestation, nous garantirons également l'ordre et nous défendrons avec tous les outils que notre Constitution nous donne le droit des Colombiens de vivre en paix. À l'origine de cette grève, les principales centrales syndicales. Leur cible, la politique économique et sociale du gouvernement. Ils l'accusent notamment de vouloir augmenter l'âge de départ à la retraite, ce que l'exécutif nie. L'objectif des manifestations est de mettre la pression sur le pouvoir. Les étudiants se sont unis aux syndicats pour réclamer des moyens pour l'enseignement public et les indigènes pour des mesures de protection après l'assassinat d'une cinquantaine d'entre eux cette année dans le seul département du Cauca dans le sud-ouest du pays. Le parti FARC, créé par l'ex-guérilla marxiste, soutient également le mouvement et dénonce la mort de 170 anciens rebelles depuis l'accord de paix de 2016. Il s'agit de la première grève pour Iván Duque depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Un président en difficulté qui n'a pas pu consolider de majorité au Parlement et dont le parti a subi de sérieux revers aux élections locales d'octobre dernier. Et pour prolonger notre réflexion, j'accueille sur notre plateau notre invité, Fernando Vega Lugo, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, je vous remercie beaucoup de nous apporter des éléments de compréhension. Il y a donc une grève générale, c'est vrai que plusieurs éléments font craindre le pire, puisque les frontières ont été fermées, des militaires ont été déployés dans les rues. C'est dire combien le président Duque se sent menacé aujourd'hui. Oui, malheureusement, la réponse que les manifestants, que les citoyens ont reçue du gouvernement, ce n'est pas une réponse qui invite au dialogue, qui invite à la recherche de réponses ensemble et la construction de propositions pour sortir de la crise politique qui devient, sinon que c'est une réponse militariste dans une situation très complexe où il n'y a pas de méfiance dans ce moment de la société dans l'armée. Et malheureusement, la réponse du gouvernement a été de sortir l'armée sur la rue de toutes les grandes villes. Il y a Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla qui sont tous complètement militarisés. Il y a aussi une fermeture des frontières. C'est une situation qui est vraiment loin de résoudre la crise, a encouragé beaucoup plus de manifestants et a exacerbé beaucoup plus la colère. Ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, il y avait quand même une forme de polarisation de la société avec quand même une partie de la population qui soutenait le président. C'est plus le cas aujourd'hui. Il est devenu très impopulaire. Oui, mais ce qu'on a parlé, c'est qu'il parle, par exemple, le professeur Francisco Gutiérrez, c'est que la société colombienne n'est pas du tout polarisée. Ce qui se passe en Colombie, c'est qu'il y a un parti de droit qui devient plus radical à chaque fois, que c'est le parti qui soutient le gouvernement d'Iván Duque, alors qu'il y a un autre parti de la société qui à mon avis, c'est pas radical, c'est un parti de la société qui demande de mettre en œuvre le processus de l'accord de paix, qui demande de mettre en œuvre des réformes très, très, très basiques pour la société, par rapport à l'environnement, par rapport à l'éducation publique, à la santé. Et pourtant, Duque a été porté au pouvoir par des électeurs. Oui, dans un moment où, en milieu d'une campagne vraiment soutenue par la situation régionale, notamment par ce qui se passe en Venezuela, et à partir de la menace de devenir comme la Venezuela, si c'est pas moi qui gagne, vous allez devenir comme les Vénézuéliens, et dans une perspective vraiment critique de la région dans ce moment. Alors effectivement, parce que toute la région est déstabilisée, on le disait, les frontières ont été fermées. Qui seraient ces étrangers supposés altérer l'ordre public, qui justifie de la fermeture des frontières? Ce que le gouvernement a dit depuis le début des mobilisations, c'est que les manifestations ne répondraient pas aux intérêts des Colombiens, sinon que sont des manifestations influencées
notamment pour le gouvernement de la Venezuela et pour le Forum de Sao Paulo. C'est une chose vraiment étonnante parce que c'est la façon comme il répond aux demandes légitimes d'une grande partie de la société. Et c'est une chose que personne pense. Personne pense qu'un gouvernement comme le gouvernement vénézuélien dans ce moment peut soutenir une mobilisation de la magnitude qu'il a dans ce moment en Colombie. Vous le disiez, c'est vrai qu'il y a un contexte régional, crise sociale et politique au Chili, en Bolivie, au Venezuela. Est-ce que vous pensez qu'il y a une émulation entre ces pays? Ce que je pense, c'est que sont des contextes complètement différents. Il y a des aspects en commun entre tous. Il y a par exemple en Chili, en Équateur, en Colombie, il y a des mesures, notamment en Équateur par rapport au FMI. En Chili, c'est un pays qui a une économie extrêmement libérale depuis les années 80. Et dans ce moment, il y a une crise économique qui s'exprime à partir notamment des inégalités dans la société qui viennent depuis 30 ans ou un peu plus que ça. Et en Colombie, c'est un contexte un peu plus différent par rapport à les contextes violents qu'il y a dans les pays, qui est en train de se surmonter. Mais dans ce moment, la violence et aussi le contexte économique, à partir notamment de la mise en œuvre de certaines réformes qui a conseillé la OCDE, vraiment, il y a une libéralisation de l'économie qui se passe sans écouter les demandes citoyennes, alors que sont des contextes différents, mais qui répondent aussi à des choses en commun. Mais le contexte vénézuélien et le contexte bolivien, ils répondent à un autre facteur politique qui n'est pas très facilement lié à ce qui se passe dans ce moment en Colombie ou en Chili. Je vous remercie beaucoup, Fernando Vega Lugo, de nous avoir livré votre analyse aujourd'hui dans Paris Direct. Merci à vous. Je vous propose à présent de découvrir le reportage de nos correspondants au Mali. Dans le nord du pays, des dizaines d'enfants vont pouvoir aller à l'école, puisque le HCR a financé la construction d'un établissement dans un village touareg de la région de Tombouctou, ancien fief, si vous vous en souvenez, des djihadistes d'Ansardine. C'est une lueur d'espoir dans une région frappée par l'obscurantisme. Erwan Chix et Michel Vongo. À perte de vue, du sable et des rochers sur une terre hostile. Le cercle de Goundam au nord-ouest du Mali. Un repère de groupes armés survolé par l'hélicoptère des Nations Unies. À peine posé, et déjà la course contre la montre pour la délégation onusienne. Pour des raisons de sécurité, pas plus de 2 heures pour notre aller-retour dans le désert, direction Koïgouma, pour inaugurer cette école. Une école flambant neuve financée par l'ONU, le seul établissement encore ouvert à des dizaines de kilomètres à la ronde, dans une région prioritaire où l'État malien souhaite se réimplanter. Dans cette classe, un cours d'arabe dispensé à des jeunes filles privées d'éducation depuis des années. Des enfants de familles d'ex-réfugiés de retour dans cette partie du Mali, autrefois aux mains de djihadistes qui y avaient interdit l'école et chassé les enseignants. Je n'avais plus le droit d'enseigner, mais si la guerre recommence, cette fois je resterai pour défendre cette école. Ça va ? Ça va. Ici, le chef du village est un ancien du groupe djihadiste Ansardine. Aujourd'hui, il a renoncé à la violence et accueille ce matin-là le patron de la mission de l'ONU. Pour l'ex-chef rebelle, la lutte anti-djihadiste passe désormais par le retour en force de l'éducation. De toutes les difficultés que nous avons rencontrées ici chez nous, la principale conséquence de la guerre, c'est l'analphabétisation. Voilà pourquoi j'ai demandé le retour de l'école dans le village. Parfois, nous pensons au retour de l'État en termes d'état de droit, de police, de justice, mais le retour de l'État, c'est tout d'abord le retour des services pour les citoyens. Donc l'école, c'est un des services essentiels dans un milieu que vous le voyez est très éloigné, très reculé, très isolé en fait. L'école de Koïgouma. Bonjour, messieurs. Une petite lueur d'espoir dans ces régions du nord et du centre du Mali où, d'après l'ONU, plus de 900 écoles sont fermées et où des dizaines de milliers d'enfants sont privés d'enseignement. Des écoles classiques fermées par les mouvements armés djihadistes qui les remplacent par des écoles coraniques. Un défi pour le Mali qui s'est lancé à la reconquête du terrain perdu face aux groupes armés. Il est 14h.